Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, ce débat de l'entre-deux-tours qui a eu lieu hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un débat auquel nous consacrerons une large part de cette édition. Pierre Bellucci nous rejoindra pour en parler. Mais d'abord, je vous propose de voir les titres de ce jeudi 4 mai. Hier soir, plus de 16 millions de téléspectateurs ont pu assister au débat télévisé entre les deux candidats au second tour de la présidentielle. Un débat historiquement houleux où les invectives auront pris le pas sur les programmes. Au lendemain de cet échange, les réactions se multiplient au sein des deux camps, notamment chez les indécis. Reportage. Le secrétaire général de l'UDFO est revenu sur la rencontre avec Lucans qui s'est tenue les 25 et 27 avril dernier à Paris. Comme en 2012, de réels engagements ont été pris par l'employeur, mais cette fois, les syndicalistes se disent prêts à réagir immédiatement en cas d'insatisfaction. Explication. La troupe de danse du spectacle, étant donné la conjoncture actuelle, chorégraphiée par Elena Bertuzzi, se rendra à Marseille le 20 mai prochain, dans le cadre du dispositif Danse en répertoire et en amateur, mis en place par le Centre national de danse. Une première à Mayotte. Retour sur l'événement à la fin de cette édition. Et on vous disait en titre, hier, plus de 16 millions de téléspectateurs ont assisté au débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Qualifié d'historique de par la brutalité des échanges, il aura eu le mérite de montrer ce que l'un voulait et ce que l'autre ne voulait surtout pas. Durant plus de 2 heures, les candidats ont multiplié les invectives et les accusations. Mais qu'en ont pensé les différents comités de soutien à Mayotte? Nous les avons interrogés ce matin. En tout cas, dans les deux camps, on ressort confiant après ce débat qui restera sûrement dans les annales de la 5e République. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il n'aura fallu que quelques instants hier soir pour comprendre que le débat d'entre-deux tours allait prendre des allures de combat de boxe. Dès sa première intervention, Marine Le Pen a virulemment attaqué Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à lui faire face sur ce terrain. Pour l'un des membres du comité de soutien à la candidate frontiste, la teneur de ce débat était prévisible au regard de la manière avec laquelle il a été amené par les médias. Une impression houleuse, que beaucoup ont critiqué comme étant presque un échec. Et si c'était le cas, on pourrait dire que ce débat a été construit depuis des mois à l'avance par les médias. On ne pouvait pas espérer une rencontre sereine. Je pense que Marine Le Pen, comme M. Macron, était venu avec une intention de discuter d'une façon posée. Mais comme on les a montés les uns contre l'autre pendant des mois et des mois, on ne pouvait pas, comme je vous dis, voir des gens calmes. C'était impossible, c'était un combat de coq. Du côté des soutiens d'Emmanuel Macron, les médias ne sont pas la source de cette tension. Seul le caractère et le programme de Marine Le Pen sont clairement remis en cause. Le débat d'hier soir est très révélateur. Il démontre clairement que Marine Le Pen n'a aucun projet et que son seul projet consiste à diviser les Français, à susciter la haine entre les Français. Or, la France est multiculturelle. C'est un pays de tolérance, de liberté, d'égalité et de fraternité et je ne pense pas qu'elle partage ces valeurs. Au lendemain du débat, les deux comités de soutien ont souhaité rappeler en quoi leur candidat a prouvé qu'il était le plus à même de résoudre les problèmes du département. Sans surprise, ils sont donc allés sur le terrain de l'immigration clandestine, même si les mesures à mettre en place divisent incontestablement les deux camps. Emmanuel Macron, d'ailleurs, associe clairement la montée de la délinquance à Mayotte avec l'immigration clandestine. Et il va s'attaquer à l'immigration clandestine et d'une manière très claire avec des mesures précises. Ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen. Elle ne dit jamais comment elle va lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. Si ce n'est dire qu'il va supprimer l'aide médicale d'État, qui ne s'applique pas à Mayotte. On peut la stopper, immigration zéro, comme on fait en Australie.
Et c'est pas un souci, ça. C'est une question de moyens et de volonté. Et quand on voit que l'immigration continue sans frein, alors qu'on dépense 60 millions d'euros par an pour ce problème, ça fait cher pour le résultat obtenu. Vous voyez, dernier mois, vous avez la photo des drones. Tant qu'il n'y aura pas des appareils technologiquement avancés, avec des yeux de faucon, gérés par des personnes compétentes qui s'impliquent, et puis on ne pourra pas y arriver. Immigration, sécurité, éducation, économie. Hier soir, les deux candidats sont apparus irréconciliables sur leur projet pour la France. Une France qui n'en ressort pas grandie. Alors les réactions ne sont pas faites attendre, Pierre, au lendemain de ce débat, d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors du côté de la rédaction, on a justement étudié un petit peu les différentes séquences. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, Pierre ? Oui, on a regardé effectivement ce débat avec beaucoup d'attention parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'était un débat historique dès le début, puisque on n'avait pas le Parti socialiste, on n'avait pas la droite, on n'avait pas l'UMP, aujourd'hui les Républicains, anciennement RPR. Donc déjà il y avait cet inédit-là. En 2002, il y avait le Front National, mais il n'y avait pas eu de débat entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'était la première fois, hier en l'occurrence, c'était la première fois qu'il y avait un débat avec le Front National. Donc on en attendait beaucoup, sachant que Marine Le Pen est quelqu'un qui parle très très bien, et c'est aussi ce qui fait sa force. Et puis on a eu un débat qui a été houleux, et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est les termes qui ont été employés dans le sujet, mais c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. À des moments, c'était vraiment nauséabond, parce que les candidats ne faisaient que s'invectiver, et puis finalement on ne parlait pas du fond. Alors il y avait vraiment deux stratégies, et je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé, les observateurs n'ont que très peu parlé, mais il y avait de véritables stratégies. D'un côté, Emmanuel Macron avait décidé d'être, très stoïque. Il voulait vraiment avoir une stature, et il voulait aussi être dans la tradition des débats, c'est-à-dire on explique son programme, on présente son programme, les points, et il l'a extrêmement bien fait, il a été très détaillé. C'est d'ailleurs, je pense, là où il a gagné des points, c'est là-dessus, puisqu'il avait, lors des autres débats, été trop flou, et on lui avait beaucoup reproché. Il avait été très bon lorsqu'il s'agissait d'être attaqué et de répondre. Par contre, beaucoup moins lorsqu'il s'agissait d'expliquer son programme et de le détailler. Donc il a vraiment été dans cette posture où il explique son programme, et puis ensuite, effectivement, il est rentré dans le jeu et dans la stratégie de Marine Le Pen, qui était une stratégie d'attaque. Elle a choisi, c'était un débat. Dans un débat, effectivement, on peut prendre les idées de l'autre pour effectivement développer les siennes. Alors elle a finalement peu développé les siennes, mais en tout cas elle a bien repris celle d'Emmanuel Macron. Alors bien entendu il y a énormément d'intox, voire de mensonges dans ce débat. C'est aussi ce qui a un peu terni l'image de ce débat. Sans compter les mots qui ont été bien entendu employés, parce que parfois c'était quand même une cour de récréation, et puis ça a donné une image un peu à l'international, une image de la France qui n'est pas du tout une image qu'on attendait pour un débat aussi important pour l'avenir du pays. Donc voilà, donc la teneur de ce débat reste historique, pas dans le bon sens du terme, parce que voilà, ça a tourné à l'affrontement direct. Marine Le Pen l'a voulu. Il faut ne pas oublier quand même qu'il y a quelques jours, son père, Jean-Marie, a expliqué et a reproché à Marine Le Pen de ne pas avoir suffisamment fait campagne comme l'avait fait Donald Trump, qui a gagné aux États-Unis. Hier, à la fête du Donald Trump, est-ce que ça a été bénéfique ? On en parlera un petit peu. Justement, on voit que dans les deux camps, il semble satisfait des prestations des deux candidats. Oui, satisfait, parce que effectivement, Marine Le Pen a surfé sur tout ce qui s'est dit sur Emmanuel Macron depuis qu'il est candidat à l'élection, sur effectivement les médias, sur le monde de la finance, sur son passé, sur le fait qu'il ait été pas Premier ministre, et ça il l'a répété à de nombreuses fois. Il n'a pas été Premier ministre, il n'a pas été président de la République, il a été ministre de l'économie, mais il n'a jamais été Premier ministre et en charge d'un gouvernement. Donc, mais elle a beaucoup surfé là-dessus, et puis surfé sur ce qui fait finalement sa force depuis toujours, et la force du Front National, c'est-à-dire la peur de ce projet, la peur du projet Emmanuel Macron, la peur du projet En Marche, la peur aussi
de ce qui a fait la force du Front National, c'est-à-dire le terrorisme. Sur ces sujets-là, elle a effectivement poussé le candidat Macron dans ses derniers retranchements. Elle est allée jusqu'à remettre les crimes pour l'humanité. Tout vraiment, on a vraiment senti qu'elle était allée chercher partout où elle pouvait attaquer Emmanuel Macron, quitte à même aller dans de l'intox ou du mensonger. C'était vraiment la stratégie pour le déstabiliser. Au détriment de son programme. Au détriment de son programme, effectivement, qu'elle a beaucoup moins détaillé. Sur les Outre-mer, on va en parler aussi. Justement, et qu'est-ce qu'on peut retenir pour Mayotte? On se rappelle, lors du premier tour, le Front National a obtenu 27% des suffrages, un score qui a suscité de nombreuses réactions. Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Boni et ancien président du Conseil général, était sur notre plateau ce matin. Il nous a dit ce qu'il pensait de cette montée du Front National dans le 101e département. On l'écoute au micro de Patrick Millan. Tout le monde sait ici que le Front National, ce n'est pas le parti qui aime le plus d'abord les Noirs, que sont la majorité de la population à Mayotte. Ce n'est pas le parti qui apprécie le plus la religion musulmane, qui est la religion de la plupart des Mahorais, pour ne pas dire de tous les Mahorais. Donc, ils suivent l'actualité. On a en souvenir ce défilé d'un 1er mai avec cette personne d'origine étrangère qui a été jetée dans la Seine. Tout le monde suit l'actualité maintenant, on le sait. Mais encore une fois, je pense que là, les gens ont envie d'exprimer au niveau des gouvernants, de celui qui va pouvoir arriver potentiellement, éventuellement au pouvoir, qu'il y en a marre. On veut plus de la considération, on veut plus de respect, on veut plus de la reconnaissance de la République. On n'est pas des parents pauvres, mais on est aussi des citoyens à part entière. Justement, on vient de voir ce que pense Ahmed Atoumani Douchina de cette montée du Front National. Certains en ont peur, certains l'expliquent d'une façon particulière. Pierre, aujourd'hui, le Front National, qu'est-ce qu'il représente vraiment pour les Mahorais qui, justement, sont tentés d'aller vers ce vote ? Je crois d'abord que c'est un véritable laboratoire, Mayotte, pour le Front National, laboratoire pour ses idées. Et ça fonctionne, ça a fonctionné en tout cas pour le premier tour. On ne sait pas pour le second tour ce que ça va donner, mais en tout cas ça a véritablement fonctionné. Pourquoi ? Parce que sur la plupart des thèmes qui sont abordés en métropole, et qui en métropole bien souvent ne collent pas véritablement à la réalité, ici colle à 100% par rapport à l'immigration notamment. Cette lutte contre l'immigration où elle a basé, son père a basé son programme pendant des années sur l'immigration, en métropole notamment. À Mayotte, effectivement, ça a une résonance. Ça a une résonance et effectivement, encore une fois, on est dans cette stratégie de la peur mais qui d'ailleurs est assumée du côté du Front National parce qu'elle explique qu'il faut avoir peur, il faut craindre ce qui se passe dans le pays. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a toujours été assumé. Et donc du coup, elle a entendu des oreilles, elle a eu des oreilles attentives. Pourquoi ? Parce que la situation est telle qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol au niveau métropolitain, mais il y a aussi et surtout un ras-le-bol à Mayotte parce que les problèmes ils sont bien plus nombreux, bien plus profonds et il n'y a pas de solution. Au contraire, il y a une véritable sensation d'abandon de l'État, d'abandon total de cette île. Donc forcément, comme l'expliquait Ahmed Atoumani Douchina, le Front National, ici, il a un laboratoire, et c'est pour ça que Marine Le Pen est venue. Elle n'est pas venue pour rien, elle n'a pas fait 3 jours sur tous les territoires outre-mer. Il y avait clairement des voies à prendre ici du côté de Mayotte. Il y avait des Mayotte. voies à prendre, il y avait une véritable campagne à lancer. Elle s'est servie beaucoup de Mayotte. Elle a beaucoup évoqué Mayotte hier, notamment lorsqu'elle a parlé de l'immigration. Elle a parlé de Mayotte et de la Guyane. On a très peu parlé des Outre-mer hier. Elle l'a fait par rapport à Mayotte et par rapport à l'immigration. À la fin aussi, M. Macron l'a fait. Ils l'ont fait tous les deux. Il a parlé des Outre-mer, notamment à la fin, en disant qu'on avait très très peu parlé. Beaucoup de sujets dont ils ont peu parlé hier, l'écologie et bien d'autres. Mais en tout cas, effectivement, les Outre-mer, ça n'a pas du tout été au cœur, comme bien souvent. En tout cas, voilà, elle a su toucher des électeurs qui sont complètement perdus aujourd'hui avec sa stratégie aussi face à l'UMPS et cette stratégie anti-système qu'elle ne cesse aussi et qu'elle a vraiment mis en avant une nouvelle fois hier en ne cessant d'invectiver Emmanuel Macron sur le fait qu'il était UMPS pour elle. Donc voilà, bien entendu que le Front National aujourd'hui parle à Mayotte. Alors dans quelle mesure, effectivement, il y a une conscience du passé
Mais Marine Le Pen a eu une stratégie aussi pendant des années où elle a expliqué que son parti n'était pas le parti de son père, n'était plus le parti de son père, était un parti différent. D'ailleurs, elle a toujours pris soin de ne pas attaquer les uns ou les autres, de ne pas s'en prendre aux minorités. Et donc on en viendra après sur quand même les résultats, juste après le sujet, les résultats quand même et le bilan à tirer de ce débat. Et justement, à 3 jours du second tour de la présidentielle, ce débat de l'entre-deux tours avait pour vocation notamment de convaincre ou conforter le choix des électeurs. L'exercice a-t-il été concluant? Les candidats ont-ils su convaincre les téléspectateurs? Et vous, qu'en avez-vous pensé? Au lendemain de ce qui aura été une véritable confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, nous sommes partis à la rencontre des Mahorais. On écoute quelques-unes des réactions recueillies à Mamoudzou par Sony Chamsidine. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, un match dans le match. La confrontation entre les deux candidats aura été ultra tendue durant près de 2h30. Au lendemain du débat de l'entre-deux tours, des électeurs restent sur leur faim. C'était à l'image des programmes des deux candidats. Donc chacun est resté dans ses positions. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, ça n'apporte rien de nouveau. Madame Le Pen n'a pas laissé le débat s'ouvrir, tout en sachant qu'en aucun moment, en fait, elle a défendu son programme. J'ai trouvé ça dommage pour les téléspectateurs. Donc, on est resté sur notre faim. Un duel entre les deux prétendants pour l'Élysée déterminant. Un moment de vérité et de clarté où la prestation d'Emmanuel Macron auprès de certains est mitigée. Contrairement à ce qu'ils essaient de nous dire dans les médias, je n'ai pas trouvé Emmanuel Macron aussi convaincant que ça. J'ai trouvé que c'était assez vague, la manière dont il expliquait ces réformes et la façon dont il comptait les financer. La cohérence de son programme, je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit sur la continuité de ce qu'a fait, même si Hollande n'a pas fait beaucoup de choses, mais je pense que quelqu'un qui peut compléter, terminer le travail qu'a commencé François Hollande. Donc je suis plutôt rassuré si c'est lui qui est notre prochain président. D'autres n'avaient pas besoin de cet échange pour conforter leur choix ce dimanche. Pour les Mahorais, surtout pour les Mahorais, il n'y avait même pas besoin de ce débat-là parce que ça n'a rien apporté, sauf Macron essaie de ne plus décevoir les Mahorais sur ses paroles mal placées, mais il y arrive très mal. Donc les Mahorais, je crois, ils ont déjà choisi depuis longtemps. On n'avait même pas besoin de ce débat-là. Je crois que Marine Le Pen risque d'en apporter largement, encore une fois, et écraser largement Macron à Mayotte. Suivi par près de 16 millions de téléspectateurs, ce débat était l'occasion pour convaincre notamment les indécis et les abstentionnistes. Est-ce que cela fera bouger les lignes? Réponse le 7 mai prochain. On vient de voir les réactions des Mahorais, on a vu quelques-unes en tout cas, assez mitigées. Ce débat n'a pas forcément été à la hauteur de ce que certains attendaient. Oui, le bilan, c'est effectivement ça, c'est que beaucoup de déceptions, il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions. En général, ce n'est pas décisif un débat. Quoique ça quand même apporte des voix. On se souvient notamment le débat il y a 10 ans entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, qui avait été un débat où vraiment Nicolas Sarkozy avait dominé. On l'avait senti, il avait réussi à la faire sortir de ses gonds et du coup ça avait forcément, ça lui avait permis de gagner des voix. Il y a 5 ans, François Hollande aussi, on se souvient, notamment avec ses phrases « moi président », il avait gagné des points, il avait imposé une certaine stature qui lui permettait d'être président. Hier, ça a été un peu plus compliqué, même si Emmanuel Macron, selon tous les observateurs, sort vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'il a su garder son calme. Et c'est aussi ce qu'on demande à un chef de l'État, il a su garder son calme. Il a pendant 2h30, il a dû faire face à Marine Le Pen qui l'a attaqué de front, vraiment de front, sur sa vie parfois intime, et il est resté stoïque. On sentait qu'il y avait une pointe d'agacement, mais il est resté stoïque. Marine Le Pen, elle a donné un visage qui était un peu plus en inadéquation avec ce qu'elle avait montré depuis des années sur cette stratégie de dédiabolisation. On a vraiment senti que Marine Le Pen
parfois, elle sortait complètement du cadre et elle était en train de s'énerver. Alors elle restait souriante, elle essayait d'en jouer, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et on a senti à plusieurs reprises qu'il y avait une certaine forme d'agressivité et que finalement la peur qu'elle dégage dans son discours et qu'elle veut dégager pour justement rassembler, elle l'a dégagé contre elle. Et ça risque de jouer beaucoup pour ce second tour. Et c'est sûrement le bilan pour ce second tour, mais aussi pour après. Parce que si elle venait à perdre, Marine Le Pen, dans 5 ans, on imagine qu'elle serait plus forte si Emmanuel Macron gagnait et si pendant 5 ans, il ne menait pas une politique qui permettait aux Français de le réélire ou en tout cas d'être satisfaits. Et puis aussi, il y aura des questions comme le terrorisme où si Emmanuel Macron est élu, il sera très très attendu. Marine Le Pen, elle jouera aussi beaucoup là-dessus dans 5 ans. Mais elle a quand même rompu avec l'un de ses principes depuis qu'elle est à la tête du Front National, qui était un principe de dédiabolisation et de montrer que non, elle n'était pas du tout comme Jean-Marie Le Pen. Et on a retrouvé du Jean-Marie Le Pen dans son discours. On se souvient tous de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était en débat avec les hommes politiques. Il était très très virulent. Et elle a eu cette violence-là dans les mots. Et c'est une violence qui risque de lui porter préjudice. Et même dans son camp, beaucoup aujourd'hui disent qu'elle a peut-être eu une stratégie qui n'était pas forcément la bonne. Elle aurait peut-être dû se concentrer un peu plus sur son programme. Certains disent que c'était peut-être le débat de trop pour le Front National. Peut-être le débat de trop. Moi, je pense sincèrement qu'elle a assumé, elle avait prévu de faire ça, elle avait vraiment prévu de faire ça, mais elle n'avait pas prévu qu'Emmanuel Macron s'en sorte de cette manière. Et je pense que c'est ce qui, au fur et à mesure, a fait qu'elle a vu qu'il avait le répondant suffisant pour que le débat continue et qu'on continue sur cette lancée-là. Et puis finalement, au bout d'un moment, on sentait vraiment sur la fin qu'elle était agacée, qu'elle continuait. Sur la carte blanche, elle n'avait pas de carte blanche. Elle a continué à parler de son programme, à parler de ses amis, à parler de son passé, et puis finalement pas de l'avenir de la France. Donc ça risque de lui porter véritablement préjudice à 3 jours seulement du second tour. Quant à Mayotte, je pense quand même qu'elle fera un score très très élevé. Et ça risque pas de stigmatiser les Mahorais justement ce score Écoutez, Mayotte, depuis le début, lors des primaires de la gauche de la droite, a voté pas forcément, a voté à contre-courant. Voilà, les problématiques sont aussi différentes. Il y a une colère qui est différente. Il y a aussi une histoire qui est différente. Donc, est-ce que ça risque de pénaliser ? Je ne sais pas. Emmanuel Macron a pris des engagements par rapport à Mayotte. Donc, s'il est élu président, je ne pense pas. Si c'est Marine Le Pen qui est élue présidente, la question ne se posera pas. Donc voilà, lorsque les électeurs choisissent, ils sont en droit de mettre le bulletin qu'ils veulent. Donc pénaliser, je ne pense pas. Sur l'image, peut-être, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, réponse ce dimanche. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et autre sujet à présent, la retraite complémentaire continue d'alimenter les discussions au sein de la CSSM du département. En effet, en attendant 2 rendez-vous capitaux prévus à Paris le 31 mai et le 12 septembre prochain, les agents se souviennent des accords de 2012 qui n'ont jamais été respectés par l'employeur. Et même si cette fois les syndicats croient aux promesses faites, ils assurent tout de même avoir un moyen de pression rapide et efficace. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vigne. La bataille n'est pas encore gagnée, mais les représentants syndicaux se veulent optimistes. En effet, après les réunions qui se sont tenues à Lucans la semaine dernière, le secrétaire général de l'UDFO est venu réaffirmer les promesses qui lui ont été faites en personne à Paris. Ça n'a pas été facile parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher, mais finalement on s'est mis d'accord que cette affaire-là, elle est acquise, que le droit commun du régime de retraite complémentaire va s'appliquer effectivement au 1er janvier 2017 à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et 2017, c'est-à-dire c'est rétroactif ? Oui, rétroactif. Donc, ce qui revient à signer un accord local d'extension territoriale qui sera signé le 31 mai à Lucans. Dans les négociations de 12 septembre 2017, il y a un engagement de payer les cotisations, c'est-à-dire l'antériorité qui commence de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, soit on gagne, là on a gagné 5 ans de cotisation. Donc ça, c'est pas encore signé, mais c'est un engagement ferme et qu'on est en droit d'accepter et de dire que c'est déjà... On vous sent confiant. Retraite complémentaire avec effet rétroactif, prise en charge des cotisations sociales depuis 2012. Les syndicats ont de quoi être satisfaits, car même si l'obtention de ces avancées reste conditionnée aux 2 rencontres à venir,
Les syndicats affirment qu'ils possèdent un moyen de pression infaillible. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation de 2012 puisque nous avons déjà engagé un rapport de force avec Lucans et qui savent en quoi, sur quoi ça retourne. Et qu'aujourd'hui, il est inutile de continuer à résister face à une intersyndicale qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc moi, quand je dis les choses, je ne dis pas les choses à demi-mesure. Quand je dis qu'il y aura un rapport de force, il y a un rapport de force. Et ce rapport de force, il est en faveur des salariés de la caisse. Donc, et si jamais Lucans fait un peu le con et qu'on n'arrive pas à signer le 31 mai prochain cet accord local d'extension qui est acquis, à mon sens, donc logiquement, il y aura un blocage instantané. Donc et peut-être plus dur que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Bien entendu, nous bloquerons la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La détermination est donc plus que jamais au rendez-vous dans le camp syndical. Affaire à suivre le 31 mai prochain. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 4 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Suite à la dernière réunion du comité de suivi de la ressource en eau, les nouvelles sont plutôt bonnes et appellent à l'optimisme. Alors que la saison des pluies ne semble pas encore terminée, la retenue de compagnie dépasse aujourd'hui les 105%, tandis que celle de Dzoumogné avoisine les 53,6%. Par ailleurs, les efforts de captage et de forage se poursuivent afin que ces précieuses réserves soient préservées le plus longtemps possible. Pour le reste, le plan d'urgence eau à Mayotte suit son cours et l'heure ne semble donc plus aux coupures. Néanmoins, l'île reste soumise aux aléas météorologiques et la situation sera suivie de très près jusqu'à la prochaine saison des pluies. En attendant, chacun attend les prévisions de Météo France Mayotte sur les 3 prochains mois, afin d'en savoir un peu plus sur la saison sèche à venir. Plusieurs personnalités du département viennent d'être récompensées par le chancelier de l'Ordre national du mérite. En effet, par décret du président de la République en date du 2 mai 2017, 6 hommes et femmes sont promus ou nommés pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de l'insigne. 5 d'entre eux viennent d'accéder au grade de chevalier. Il s'agit du préfet Frédéric Vaux, de l'ancien conseiller général Hamada Mouridi, de Moïse Issoufali, de Youssoufa Sania et de Ibrahima Anima, la mère de Chirongui. Nafissata Moudouar accède quant à elle au grade d'officier. Créé en 1963 par le général de Gaulle, l'Ordre national du mérite récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. Des distinctions symboliques, mais qui ont toujours le don de ravir leurs détenteurs. Les 10 km de Mamoudzou approchent à grands pas. La plus grande course sur route de Mayotte se prépare et Sébastien Sinave, le président du Racing Club de Mamoudzou, a annoncé son ambition pour cette nouvelle édition. Il souhaite ainsi que le 21 mai prochain, ces 10 km deviennent la course la plus rapide de l'océan Indien. Quoi qu'il en soit, le succès de l'événement se précise au fil des éditions, puisque 110 inscrits sont déjà enregistrés à ce jour, alors même que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de la course. A noter qu'un nouveau tracé a été concocté par les organisateurs afin de pimenter le défi. Concernant les participants, cette année, les Kenyans ne seront pas de la partie par manque de moyens financiers. En revanche, Réunionnais et Malgaches seront bien là, tout comme plusieurs pointures mahoraises, qui tenteront de l'emporter sur leur terre. Et on termine avec ce coup de projecteur sur ces jeunes dont les prouesses contribuent à faire briller la jeunesse mahoraise. En effet, depuis août dernier, 13 danseurs mahorais travaillent d'arrache-pied avec leur photographe, Elena Bertuzzi, dans le cadre d'une résidence de travail organisée par Hip Hop Evolution. Ils ont depuis préparé l'adaptation de la pièce de Laura Scosi, étant donné la conjoncture actuelle, spectacle qui dépeint avec humour le monde de l'entreprise et sa culture interne. Après plusieurs représentations locales, la troupe va s'envoler à la fin du mois, direction Marseille. Une première pour Mayotte, surtout pour ces jeunes à qui l'occasion sera donnée de présenter leur travail, au même titre que tous ceux dont le projet a été accepté par le Centre national de danse. Nous sommes allés à la rencontre de l'une des danseuses et d'une bénévole d'Hip Hop Evolution pour recueillir leurs impressions avant le grand départ. Le reportage d'Adèle Laurent. Les 9 danseurs de la troupe du spectacle, étant donné la conjoncture actuelle, répètent depuis 8 mois leurs prestations où se mêlent théâtre et danse.
À l'origine de ce projet, l'association Hip Hop Evolution qui a répondu au dispositif. Danse en répertoire et en amateur du Centre national de la danse. Grande première à Mayotte. Sophie Huvet nous en dit plus. L'objectif, c'était de faire découvrir aux jeunes danseurs de Mayotte, danseurs et danseuses, un répertoire tout à fait méconnu, puisqu'on a pour habitude et on continue à travailler sur l'identité mahoraise au niveau de la danse. Mais là, c'était d'aller justement aller voir ailleurs, aller voir quels autres propos avaient pu être traités, et entre autres dans le monde du hip-hop. Et cette pièce est une pièce des années 90, qui est une des premières pièces qui a utilisé les techniques de danse hip-hop sur une scène nationale. Et ce spectacle où des employés de banque miment leur journée de travail avec dérision et humour est porteur de messages. Le message, étant donné la conjoncture actuelle, a dit déjà énormément de choses avec son nom. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'en fait, il a été créé en 90 et qu'il est toujours d'actualité. On voit des choses assez mécaniques, assez organisées, assez chronométrées. Et en fait, du coup, ça questionne en fait sur le fonctionnement du travail, sur l'organisation et le rythme du travail, et surtout sur l'implication d'un salarié au sein de son travail. C'est une grosse caricature du monde du travail qui, pour moi, en fait, faut pas trop s'enfermer et il faut arrêter de travailler trop. Hein. Parce que sinon, on meurt dans un ascenseur. Un spectacle porteur de messages qui sera à nouveau joué à l'occasion de l'anniversaire de l'association Wema Watrou au plateau de Tsararano à 15h30 ce samedi, jour symbolique des élections du deuxième tour des présidentielles. Quant au 20 mai prochain, les 9 danseurs mahorais s'envoleront pour Marseille, où tous les groupes dont le projet a été accepté par le Centre national de danse seront présents afin de montrer le travail accompli sur la scène du théâtre de la ville. Une consécration pour les danseurs et l'association. C'est la première fois qu'un projet Mayotte, voire même des dom-tom, a priori c'est ce qu'on nous a dit, a été sélectionné pour ce dispositif. Donc on est assez fiers. Et surtout, les jeunes, ils ont vraiment accepté les conditions parce que c'était très compliqué. C'est Elena Bertuzzi qui a reconstitué le spectacle, puisque c'est un spectacle de Laura Scozzi. Et c'était très très difficile et très exigeant. Et je vous invite à venir voir ce spectacle avant qu'il parte à Marseille. D'autant plus que cette résidence de travail a été un réel challenge pour les jeunes danseurs autodidactes qui ont dû travailler dur et apprendre de nouvelles techniques de danse avec une chorégraphe qui exigeait d'eux les performances d'une compagnie professionnelle. Et pour Aïcha, se produire en métropole est également l'occasion de donner une bonne image de Mayotte. C'était très chaud. Le matin, on travaillait quasiment toute la matinée, puis l'après-midi, on avait quelques pauses. On travaillait parfois jusqu'à 22h, mais franchement, ça en valait vraiment la peine, le spectacle est super. Le Mayotte, il n'a pas une très bonne image, et puis les danseurs ne sont pas forcément connus. Et ça va leur permettre justement de se faire connaître du monde un peu. Il y aura beaucoup plus de personnes qu'ici, et ça va augmenter la pression, donc pour l'instant, je suis calme. Les jeunes ambassadeurs de Mayotte s'envoleront donc pour Marseille à la fin du mois. Mais avant cela, ils vous donnent rendez-vous ce samedi à 15h30 au plateau de Tsararano pour une ultime représentation sur l'île. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir 19h. Bonne soirée à vous sur KTV.